La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui n'est plus dans l'amour, qui est dans la peur. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, un podcast qui va vous parler de bande dessinée. Et si nous avons été un peu fleur bleue dans notre précédente émission, cette fois-ci, toutes les BD qui étaient un peu plus trash et qu'on avait mis de côté, elles arrivent là. Et donc nous allons avoir de l'aventure, de l'action, de l'horreur, plein de choses, et du sang, parce que... On dirait l'introduction cool. de Oulala 2, la mission. Oulala 2, c'est quoi ce truc? Et Ludwig von 88. Non, vous n'avez pas. Ah non, je connais de loin Ludwig von 88, mais... Eh ben, je vous retrouverai l'intro et je vous la ferai écouter. Pour en parler, Guillaume qui va nous refaire écouter une intro de Ludwig von 88. Ça va Guillaume? Ça va. Ouais. Bonjour tout le monde. Ouais. Ça va. En ce mois de février, Oui, voilà. bien avancé. C'est ça. Thierry, Il fait froid. hein, bientôt les vacances, hein, Thierry? Oh les mythos. Ça va? Ah mais c'est super, j'adore février. Ouais. Oh, le mytho. Je veux dire, on publie cette émission le 16 février, quoi. Je veux dire, faut dire ce qui est. On est d'accord, moi je viens de passer ma meilleure Saint-Valentin. Voilà, c'est super. Voilà, la plus belle. Quant à toi, Nao? C'est ça, ta meilleure Saint-Valentin? Hein? Moi, je vais au ski, ça va être super aussi. Ouais. Mais quoi, il est là, il dit son truc là. J'ai non, pas mais c'est- besoin de parler pour me faire comprendre. Oui, mais dans un podcast audio, on est dans un podcast audio, donc il est ASMR. important quand même de Sinon se ton faire bandage au doigt, c'est pourquoi? Bah, c'est volleyball, de type Oh. sportif. programme de cette émission, et je vais le faire avec l'accent Leave them alone. Oh waouh. Hélène. Il est presque pas mal. Hélène. Alors, le zem, meilleur, hein. le zem, j'ai envie de te dire, il est toujours là, avec un Z comme Zoro, j'adore. Hélène Oh mon de Dieu. Windsor. Zoro, j'adore. Frankenstein, au nom du père. Et les Fodrians. Tom 1 and 2. Les Frodroyans. C'est énorme. Salut Tricky Monkey dans le chat. Oui, on a dit du bien de Solid Deo, Gloria. Voilà. Ah oui, non mais Mais énorme, sûr. Solideo Gloria, c'est un méga coup de cœur. Énorme. Et coup de voilà. cœur. Tu vas te Attention, parce reposer, qu'il y a au moins repose-toi un bien. gros coup de cœur encore dans cette émission, je l'annonce. Oui. Ah bon? Ah ouais, Ah bah ouais. oui. Voilà. Et Ouais, pour je rester dans l'horreur, jettera un petit œil Ah sur bah oui. Avatar 3. Oh mon Dieu, c'est horrible. Super, je l'ai vu hier en plus. Oh mon Dieu, Avant-hier. c'est horrible. Eh ben, c'était super. Avatar 3, c'est Merci ça. pour la chronique. Nao. Voilà, on en parle tout à l'heure. Alors hein. attends, moi je la refais la chronique. C'était beau. Ça marche aussi. Voilà. On remerciera jamais assez Ouais, nos tipeurs. Je connais un réalisateur Ouais, qui va ça s'en a foutre pris. plein les poches. Sarah Londe. Attendez, je vais noter le nom des tipeurs. Un peu de silence et de respect, s'il vous plaît. Oui. Hein, il le C'est mérite. un moment grave. Sarah Ouais, Londe. vive les tipeurs. Sarah Londe, Monkey, Madeka, Chevonne, Warloff et Cobal. Certains d'entre eux participent à notre Discord et c'est un bonheur de discuter avec eux car ils nous conseillent, arrêtez de parler en arrière-plan, on n'entend que vous. Et ils nous font des conseils trop bien de bande dessinée. Une des BD, il l'avait repéré, donc on va chroniquer ici, il l'avait aussi repéré, il nous disait ça a l'air vachement bien, on est curieux, on a hâte d'attendre votre avis. Vous allez l'entendre car nous allons le donner en détail. Nous allons pouvoir déchirer tout ce que vous pensez avoir aimé car c'est comme ça qu'on est. Ouais, on est cruel. Non? Ouais. Ouais. Non, ça va. Voilà, donc pour nous soutenir, c'est tipeee.com/la voix des bulles. Vous choisissez combien vous nous donnez par mois. Et puis, 10 millions. c'est bien, 10 $1 millions de million. dollars. Et ça nous aide à progresser dans l'émission. Un jour, on trouvera le temps de revoir un peu les paliers qu'il faudrait qu'on revoie de ce Tipeee qu'on n'a pas revu depuis sa création il y a... Oui, alors Fort quand tu longtemps. dis on, voilà. Bouge tes fesses, c'est ça que tu veux dire, hein? Enfin non, c'est voilà, c'est un on génériquement toi-même. C'est un peu le problème. Est-ce que tu sous-entends que par hasard on n'a juste pas notre mot à dire? Alors j'ai envie de te dire, je suis pas sûr qu'on voudrait avoir notre mot à dire. C'est un peu parfois aussi En fait, ça. on a tenté d'avoir notre, et en fait non. Ah ouais, Donc bah, ouais. il y a des guerres qu'on a abandonnées. Oh, non, certaines Si, oppositions, on en a donc, parlé là, mais finalement non. Bon, Comme dirait le dictateur. Bon, allez, sujet suivant. attaquons la guerre. Leave Them Ouais, Alone encore de Them, Roger hein, Setter. toujours là.
Et Chris Regnault, dessin à la couleur, chez Grand Angle pour 24,90 €. C'est comme Rushdie, hein, Rushdie Zem. Guillaume. Alors, Live Them Alone, et d'ailleurs c'est comment qu'on est supposé le prononcer, puisqu'apparemment on le dit mal. Leave them. Them, ok. Leave them Donc, alone. On s'en fout, on n'est pas Leave anglophone. Them Alone. Petit western en one shot. Donc, Western. édité Western. chez Grand Angle, ta gueule, ça suffit maintenant. Great angle. Qui... comprends qu'on soit toujours leur mot à dire. qui vaut carrément le détour, et puisque du coup, tout le monde a bien compris que c'était top et que tout le monde se marre, ça va, la chronique est finie. À vous les studios. Mais de quoi ça parle, mon cher Guillaume? And it's a full story. C'est les gens ça- qui se tapent dessus. Ça parle d'histoire dans l'Ouest. Alors, juste, je suis désolé, je me sers du petit pense-bête au dos. Voilà, ça va se passer dans le petit relais de Dead Indian Peak, pardon. J'avais fourché et c'était presque pas mauvais la deuxième fois. Voilà, ce petit relais est tenu par deux charmantes personnes. Ouais. Et D'un donc, âge, Marianne Potter et sa jeune petite fille Elfie. Marianne Potter est une vieille dame charmante, pas du tout bourrue, enfin bref, quelqu'un de très très facile à accoster. Et elles tiennent ce relais donc perdu au milieu de nulle part d'une main de fer toutes les deux. Elles sont aidées d'un charmant natif américain, Mad Dog si je me souviens bien de ce que j'ai relu il y a quelques temps. Mad Wolf, pardon, j'étais pas trop loin. Qui les soutient souvent. Et voilà, donc un jour, un cavalier un peu mystérieux arrive, passe un... Zoro, j'adore. Hey. passe On un... a tous eu la même en même temps. Désolé, excuse-moi Guillaume, mais on est tellement nuls. On mérite pas de t'écouter. Vas-y, Oui, continue. oui. Donc, ce cavalier va passer la nuit ici. A priori, il a quelque chose à faire en ville. Il semblerait qu'il a un passé avec la vieille Maria. Putain, j'ai déjà perdu le nom. Marianne, je suis désolé. J'ai toujours mon problème avec les noms. Bref, et enfin voilà, ça part de là. En ville, il fait ses affaires. Il aide une jeune prostituée, Matty Sills, qui manque de se faire violer. Les deux hommes n'en ressortiront pas vivants. Enfin, les deux violeurs potentiels n'en sortiront pas vivants. Et c'est le signal pour Matty. Il faut absolument qu'elle change de vie, donc elle s'enfuit. Et puis lui quitte la ville puisque de toute façon il avait prévu de retourner dans ce charmant petit relais au bord de la route. Donc on va avoir une histoire qui va se passer une fois que tout ça est mis en place, plus ou moins en huis clos. Bon, huis clos façon Grand Ouest, hein. Donc c'est huis clos autour du relais. Mais voilà, plein de non-dits, un passé à découvrir. Le cavalier qui, on l'apprend un peu plus tard, s'appelle Liu, a un passif et espère quelque chose de sa visite dans ce relais. Mais tout ne va pas bien se passer parce que malheureusement pour tout le monde, une histoire de coffre avec plein d'or va se mêler aux propos. Et bien sûr, tout ceci va dégénérer. Voilà. Pas plus que dans le Grand Ouest. Donc je suis navré, je n'ai pas bien rendu honneur à cette BD dans à mon cause de pitch. nous. Pas que j'arrive pas à le retransmettre comme il faut, à donner envie sans spoiler. C'est pas une histoire qui va nous émerveiller par son originalité. J'ai envie de dire, quand on aime le western et qu'on en lit, il y a beaucoup d'ingrédients qu'on retrouve dans plein d'autres westerns. Pour autant, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce que je trouve que c'est un excellent divertissement, qu'on passe un bon moment, que les personnages sont plutôt bien présentés et travaillés. Le dessin, je pense, va être un peu clivant. On l'aime ou on l'aime pas. Le trait un peu gras par moment peut donner un aspect un peu grossier. Et pour autant, je trouve que la réalisation est quand même très correcte et que clairement, le dessinateur est loin d'être manchot. C'est juste, voilà, ce choix au niveau du trait va donner une impression de grossièreté qui, je pense, n'est pas... Du goût de tout le monde. Ouais. Du goût de tout le monde, voilà. Enfin, c'est très difficile. Je l'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment du mal à bien le présenter parce que, voilà, comme je vous dis,
Les quelques fois où j'ai essayé de le présenter un peu plus en avant, je me suis retrouvé à spoiler. Les infos, ouais. Et il faut pas. Et c'est parce que tout le plaisir, c'est justement de le découvrir, même si il y a plein de pirouettes qu'on verra arriver, surtout si on aime déjà le genre et qu'on en a déjà lu. Voilà, pour moi, ça reste une BD très sympathique à lire, à apprécier, éventuellement à prêter, à faire découvrir, à offrir. Et pour autant, voilà, c'est clairement pas un grand chef-d'œuvre, mais enfin, faut pas que ce soit pris comme une critique négative. Juste, voilà, c'était pas la prétention de la BD à mon avis, à l'origine. Thierry ? J'ai passé un super moment à le lire, très honnêtement. Je suis rentré très rapidement dans l'histoire. Les personnages sont bien campés. Et comme tu le disais, ça se termine sur un huis clos où on va dire qu'il y a la moitié ou à peu près du bouquin où tout se met en place. Et effectivement, ça arrive de plusieurs horizons, ça arrive avec plusieurs groupes différents de personnages. Et toute cette phase-là permet de bien mettre en place les personnages et le contexte. Et ensuite, on rentre pleinement dans l'histoire en elle-même, qui se passe donc autour le fameux relais. Et c'est tout ça qui fait le sel de ce bouquin-là, c'est-à-dire que il n'y a peut-être pas de grands retournements, mais tout est bien amené, tout est bien construit, tout est bien réalisé. Les dialogues fonctionnent parfaitement bien, il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui manque. C'est une franche réussite, moi je trouve. Ça sort pas effectivement des sentiers battus, mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on demande à chaque bouquin, et surtout dans des westerns. On rentre un peu dans des chaussons de western. C'est exactement ce qu'on attend, et c'est bien fait. C'est un peu le bon poulet rôti du dimanche ou le bon plat de lasagne. Oui, on sait exactement ce qu'on va retrouver. On le connaît peut-être par cœur, ce plat-là, mais on apprécie de le retrouver, et c'est exactement ce que j'ai eu dans ce bouquin. Non ? Ouais, très bien. Moi, je me suis régalée. C'était un bon bouquin. C'est un bon divertissement. Et c'est un peu rapide. Mais en même temps, c'est pas grave. Donc, non, comme les gars, moi, je suis assez d'accord avec eux et j'ai passé un très bon moment. Je trouve qu'ils prennent un peu le temps au départ de lancer les personnages, de les poser. Et c'est vrai que le final est rapide, mais c'est clairement le truc, on sait qu'on va avoir ce côté huis clos à la fin et que ça va tirer dans tous les sens. Ça va défourailler. C'est un western, c'est ce qu'on attend. Voilà. Ça va défourailler. Et ça marche très bien. Moi, le dessin, j'aime bien le découpage. Ouais. Il y a des bonnes trouvailles. Il y a aussi quelques plans. Il joue beaucoup sur les contre-jours de façon plutôt habile pour donner du mystère au personnage. Parfois, il en fait presque un peu trop, mais c'est pas grave. Ça marche très bien avec le genre. C'est très chaleureux aussi. Et il se laisse la porte ouverte à en faire une série. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé intelligent parce qu'il laisse des billes tout le long du scénario. Et il y a un truc qui n'est pas résolu à la fin. Et il y a une sorte de petit épilogue qui dit « Hey, je vous laisse sur un cliffhanger quand même. » On a eu un bon divertissement, on a eu une histoire. Peut-être qu'il n'y aura pas de suite. Mais je serais quand même curieux de la lire. Voilà. Ça me donnerait bien envie parce que j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'ambiance. Et j'ai passé un excellent moment avec ce très bon divertissement. Leave Them Alone de Roger Stater et Chris Regnault chez Grand Angle pour 24,90 €. Hélène de Windhorn, ma première BD de Tom King, dessinée par Bill Quist Evely, je prononce sûrement mal, mais bon, voilà, vous m'excuserez. Dessiné par lui. Et colorisée, ou elle, je ne sais pas, et colorisée par Mateus Lopez, je pense que, voilà, chez Glénat pour 23 €. No. C'est now. C'est now. Vas-y. Alors, Florian, Hélène de Windhorn, qu'est-ce que ça raconte ? aux grandes surprises, Bon courage. elle s'appelle Hélène. Dingue. Merde. Ouais, je sais. Comme celle de 3. Mais promis. Oui, mais elle est de Surprise. Windhorn. Bah oui. Pas de 3. C'est plus compliqué. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'elle a deux mains. Elle est de Windhorn. Que ça. Alors, Hélène de Windhorn, c'est une gamine de 16 piges, complètement alcoolo. Voilà. Elle vient de perdre son papa, qui était apparemment un auteur de romans fantastiques, fantasy à succès, qui l'a amené vadrouiller partout avec lui aux États-Unis, en fait. Mais elle comprend bien que son père aussi, c'était un gros accro à l'alcool, qu'il avait un peu des soucis et qu'il a fini par se suicider. Ouais. Voilà.
En laissant sa gamine de 16 ans à côté. Voilà, en laissant la gamine de Un 16 mec piges à à la côté. cool, un mec à la cool. Voilà, un homme très sympathique au demeurant. Ouais, bah il a eu le Nobel du papa, quoi. Non, mais ça, on le sait pas encore. Ah, oui. Enfin, Il n'a pas eu le Nobel du meilleur papa non. Mais peut-être parce que lui non plus, il a pas eu le papa le plus communicant du monde. Alors On va y ça... venir. Et voilà, on y vient. Et donc, le grand-père. Le grand-père, en fait, quand on démarre l'histoire, il a envoyé une nanny aux États-Unis pour venir récupérer la gamine. Donc, l'histoire démarre et on a une espèce de nounou qui vient dire à Hélène, coucou, à partir de maintenant, tu vas venir avec moi, tu vas essayer d'arrêter l'alcool et puis on va aller chez papy. Et quand on arrive chez papy, en fait, papy, il a un putain de manoir de l'enfer, de la mort qui tue, absolument sublime, digne d'un conte de fées, clairement. Mais papy, il n'est pas beaucoup là. Et donc, en fait, on va au début avoir un petit peu cette histoire de cette jeune femme qui est très clairement alcoolique, qui va très clairement essayer de piquer des bouteilles à droite à gauche et de les planquer un peu partout dans le Il y a manoir. 100 000, cette espèce de Voilà. grosse Putain de connasse, là. Avec une putain de cave de papy. Et la nounou qui est là en mode punaise, comment je vais garder mon poste? Papy, il veut que j'éduque la gamine. La gamine, elle est complètement fracassée. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que je fais là? On sait pas. On sait pas trop. Et puis un jour, la gamine, elle va voir un genre de monstre. Voilà. Peut-être que c'est lié à papy. On sait pas. Mais on sait qu'il y a un monstre. C'est un silune, c'est ça? On sait pas. C'est une grosse bestiole qui arrive. Et cette grosse Mais si. bébête, elle va se faire découper par papy. Et en fait, on va très Ah, vite- cette voilà. grosse bébête-là. C'est la grosse bébête, la C'est pas première un silune, grosse ça. bébête. Voilà. Et on va comprendre en fait que la gamine, si elle voit très peu son grand-père, c'est parce que son grand-père, il a accès peut-être à un autre monde. Et que dans cet autre monde, ce grand-père, il est c'est peut-être ça, très c'est- important. Et c'est probablement une des raisons qui font qu'il est très peu présent pour sa petite fille. Ou alors il est Voilà. aussi alcooloquel et il se fait des idées. Mais ça, on sait pas. Et je vous en dirai pas plus parce que vous allez aller le lire parce que c'est une merveille. Donc Cette voilà. BD est sponsorisée par les vignerons français. Absolument. Oui, c'est un one-shot. Alors. C'est un presque one-shot. C'est un one-shot en ce sens où il est pas numéroté, il n'y a pas de suite annoncée, et il y a écrit fin à la fin. Voilà. Vas-y. Merci. On y Tu reviendra. vois, c'est comme l'histoire sans fin. Il y en a eu d'autres. Voilà. Mais le premier appelait pas une suite. D'ailleurs, ça se sentait bien dans les suites qu'elles n'étaient pas appelées. Mais Voilà. Tu m'as coupé l'arbre sous les pieds. Ça aurait été bien, en fait, que ça s'arrête. Alors, pourquoi est-ce que c'est une putain de tuerie? Et le dessin est absolument dingue, la couleur est absolument dingue aussi. Et au niveau de l'histoire, en fait, on est à mi-chemin entre une tranche de vie très belle sur les relations qui vont lier la petite fille au grand-père et en même temps dans une histoire complètement fantastique et complètement folle parce que la relation entre les deux va se développer autour justement de ce peut-être univers un peu magique le papy a accès à cet univers un petit peu magique à travers un genre de porte secrète dans le jardin. Enfin, vous verrez quand vous le lirez. Et donc c'est marrant parce qu'en fait Car on vous est le lirez. Bah Ah oui, non, vous pas le douter. lirez. Ah non, oui, non, pas Que douter. les choses soient claires. Et là, comme vous pouvez le voir, si vous regardez les images, on a l'impression de voir Conan. Voilà. Ouais, un petit peu du phrasé, Voilà. On va chercher. Disons qu'on est, pour moi en tout cas, Un hommage. à mi-chemin entre une tranche de vie très belle et très douce qui parle des relations humaines et en même temps, on est sur du Conan qui fracasse et qui tabasse avec un papy de la mort qui tue, qui est un enfer. Ah oui, un puisqu'il est putain aussi de guerrier. communicant que Conan, clairement. Il est aussi communicant que Enfin, Conan, et je parle clairement. du Conan de Schwarzy. Bref, de Le toute manière, premier, celui où il j'arrête savait pas de pas me faire encore parler couper, américain. alors je vais les laisser parler et juste dire que pour moi, c'était un énorme coup de cœur parce qu'il y a tout qui va. Le scénar est génial, le dessin est génial, la manière de raconter l'histoire est géniale, l'émotion est fabuleuse, le propos est génial. Et tout est génial en fait dans ce bouquin, tout est génial et en fait si vous voulez lire du divertissement vous pouvez y aller, si vous voulez lire quelque chose qui vous fait réfléchir vous pouvez y aller, si vous aimez la tranche de vie vous pouvez y aller aussi, si vous voulez en prendre plein la gueule à cause des dessins allez-y, c'est free to go. Alors, les couvertures alternatives à la fin sont pas toutes ouf quand même. Voilà. Oui Juste... mais ça on s'en tape. Enfin, Alors, Non, mais tu dis que tout c'est est le génial. Faut à un moment donné faire preuve d'honnêteté. Oui, je veux mais dire. clairement, on s'en C'est le fout, problème quoi. quand C'est tu une invites page à la d'autres fin. auteurs à dessiner. Thierry. j'ai mis un genou à terre. Et Toi aussi. ah ouais, Ah, mais oui, c'est mais un, c'est c'est une un merveille. monument. Mais ce qui est génial, c'est que c'est un monument et on sent arriver le monument dès la première page et demie. Voilà, c'est que tout de suite, on se fait embarquer
Et tout de suite, on sent le potentiel, tout de suite, on sent où on va. On sent les influences entre le magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles, Conan, un petit coup de Cthulhu d'une certaine façon aussi. Ouais. Voilà, donc c'est barré, c'est onirique, c'est psychologique. La narration par le biais de la nanny est juste génialement menée. Et puis alors les sauts temporels, parce que tu n'en as pas parlé, mais en fait on suit toute cette histoire-là, Toutes les intros sont mais commencent par à ça. travers des sauts temporels de fil en aiguille, de personnages qui se transmettent ces informations, les interviews, les documents, les traces, etc. On commence par Il y a une quelqu'un qui espèce interviewe. d'enquête. Voilà, quelqu'un qui commence à interviewer la La nanny, jeune fille. La La nanny nanny, qui ouais. est La vieille nanny, et- plus pour tard, savoir plus un vieille, peu c'est ça. comment elle a connu. Parce que, en fait, le père n'était pas vraiment un auteur à succès, mais c'est le genre d'auteur qui a eu du succès après. Ouais, mais ça, il a- Mais ça c'est vraiment lui c'est du permettait Robert, c'est du de gagner sa Robert, vie malgré tout, c'est quoi. du Robert Howard. Hein, c'est un peu le même genre ou du Lovecraft. C'est des gens qui sont devenus plus connus Ouais, c'est après. l'inverse, il était connu au début et il est un peu Ouais. tombé en disgrâce. Il est Il, tombé en il disgrâce. essayait de continuer à écrire, mais il avait plus le Oui. succès escompté. Et là, tu vois, ça arrive des années 60 et ça arrive jusqu'à l'époque contemporaine où tu Ouais. suis tous les gens qui se transmettent la passion autour de cette histoire de ces personnages. Vas-y, excuse-moi. Et donc voilà, donc c'est un propos, comme le disait Nao, qui est à multiniveau. Chacun va pouvoir y trouver son compte. C'est extrêmement bien construit scénaristiquement parlant parce que il n'y a pas qu'un fil rouge et il n'y a pas qu'une histoire qu'on suit. Il y a toutes ces tranches de sauts temporels qui viennent rajouter du sel à tout ça. Et l'univers qui est créé, enfin, il y a un potentiel pour faire ça sur 15 ans, 20 ans. Enfin, je veux dire, l'univers est génialissime. On peut raconter une quantité d'histoires à l'intérieur de tout ça, quoi. C'est le méta d'histoire à la Conan, c'est le méta d'histoire d'Heroic Fantasy. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnellement bien fait. Ça mérite, et je pense qu'il doit y avoir des éditions luxe, collector. Ouais, enfin, il y a une édition luxe noire et blanche moche hein, et qui vaut pas le coup à côté de la Oh, couleur, je c'est trouve. dommage. Oui, la couleur est... La Parce que là, couleur voilà, est sublime. c'est vraiment un bouquin exceptionnel. C'est un hommage au quoi. pulp de l'époque aussi, ce type Oui, de couleur. Ceci dit, je serais pas surpris que Glénat finisse par nous faire une belle édition couleur aussi. Ouais, voilà, vraiment, je pense que ça va plus que rencontrer son public. Et voilà, c'est vraiment du génialissime. Dans l'émission précédente, je disais que Solideo Gloria, il me le fallait dans la bibliothèque, mais lui aussi. Et ça va commencer à coûter trop de sous, cette affaire. Guillaume. Eh ben, écoute, je vais plus soyer pour le coup de cœur, en fait, parce que je suis tombé en amour sur ce bouquin aussi. J'ai mis un peu de temps à le lire parce que Naomi le vendait trop vite. C'était un petit peu lourdingue. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire où on peut justement y trouver ce qu'on veut et notamment, enfin voilà, les histoires comme j'en plaisantais tout à l'heure, mais l'histoire sans fin, le baron du Munchausen, où le réel, le rêve et l'imaginaire se mélangent et où il y a ce moment où les personnages en fait arrivent plus toujours à faire la part des choses et où c'est à nous lecteurs de voir jusqu'où on accepte de porter et d'accepter le réel. Et j'aime bien parce que ça fait appel à notre imagination, à nos rêves, à nos envies. Et du coup, chacun va pouvoir y amener ce qu'il veut dedans. Et enfin, moi, j'aime beaucoup ce type d'histoire. Et je trouve que celle-ci est particulièrement bien réalisée, est particulièrement bien écrite et dessinée. Moi, On pourrait juste rajouter que le personnage féminin est un vrai personnage fort, malgré ses troubles, malgré son alcoolisme, malgré sa dépression, on peut le dire. C'est un vrai personnage fort. Et graphiquement, il faut en parler aussi, il y a une grâce dans les dessins, il y a une qualité dans les mouvements, dans les scènes de combat, etc. Et en même temps, un amour du détail. Il n'y a pas une case qui est en dessous. Tout fourmille. Ça fourmille dans l'action, ça fourmille dans les décors, ça fourmille dans les armes, les armures, les sorts, les nuages, les couleurs. C'est vraiment un feu d'artifice dans tous les sens. C'est magnifique. on appréciera graphiquement que chaque chapitre, donc c'est un comics, hein, donc chaque chapitre qui était sorti, a une fausse couverture de roman pulp de l'époque, dans un style graphique légèrement différent, qui fait penser à du Frazetta, au niveau du travail de la couleur en tout cas, qui marche très très bien.
moi, je l'ai vraiment approché comme ces BD que j'aime bien pour leur côté un peu méta. Ces BD cette littérature qui parle de la littérature. Si je devais la rapprocher d'une autre BD que j'avais beaucoup aimée, mais avec un dessin un peu moins top, c'était The Unwritten. Je ne sais pas si vous aviez lu ça, qui était vraiment très très bien comme sujet. On se rapproche proche. Ça n'a pas été fini de traduire en France. Ça n'a pas été fini de traduire en France. Ah ben voilà, c'est pour ça. Et là, il y a vraiment quelque chose qui tient la route. J'aime l'idée de ces personnes qui enquêtent et on sent qu'il y a un truc. On sent qu'il y a quelque chose de caché. C'est pour ça que moi, le fait que ça s'arrête, j'ai l'impression qu'il y a toute une porte du récit qui est restée entrouverte et on attend qu'une chose, c'est il se passe un truc à l'époque contemporaine et je sais pas quoi à la fin du truc. Et j'ai envie de le savoir. Oui. Ou ils ont laissé la porte pour que justement tu complètes. Mais tout à fait, c'est aussi possible. Mais je sais pas, il y a un truc, il y a des zones d'ombre qui sont traitées de façon très intelligente, mais de toute façon, c'est pas grave parce que tout cet habillage-là, c'est juste pour nous parler d'une jeune fille paumée, de sa relation difficile avec son grand-père paumé, parce que tout le monde est paumé, parce que ils ont eu des relations conflictuelles et qu'ils regrettent tous leur choix pour avoir merdé à un moment ou un autre, et qu'ils aimeraient faire mieux et qu'ils savent pas comment faire. Et c'est superbement raconté. Vous parliez de tranches de vie, c'est ça. Mais des tranches de vie où on fait de la tranche de monstre de temps en temps au milieu, c'est pas mal aussi. Et justement, les auteurs, je trouve qu'ils utilisent la fantaisie pour raconter justement ces relations humaines et c'est merveilleusement bien raconté du coup. Ouais, voilà. Petit chef-d'œuvre, moi, et alors Bill Quisevely, je découvre apparemment son Supergirl dont j'avais beaucoup entendu parler. Et qui en plus inspirerait le prochain film, ce que j'ai cru comprendre au niveau de la thématique. D'ailleurs, il va être réédité, le Supergirl, avec en avril, mai, ouais. Je sais plus, avec des pages supplémentaires en mode édition augmentée, très chouette. D'accord. Donc ça me rend curieux de ce Supergirl dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et ça me rend curieux aussi de Tom King, pour le coup, dont j'avais beaucoup entendu parler des différents runs qu'il a fait sur des séries, je ne sais même plus lesquelles. Il a fait beaucoup de choses et paraît-il que c'était un excellent scénariste et maintenant je confirme. Maintenant, est-il aussi bon sur ses projets perso que sur ses projets à droit d'auteur? Je ne saurais dire. Hélène de Windhorn par Tom King, Bill Quisevely et Matthews Lopez chez Glénat pour 23€. On continue avec les monstres en tranche, avec Frankenstein, au nom du père. Scénarisé par Marco Canavo d'après Mary Shelley et dessiné par Corrado Roy chez Glénat Lo Scarabeo, une coédition internationale pour 23€. Attention. Thierry. Tac, tac. Donc effectivement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous présenter le personnage de Frankenstein, l'œuvre de Mary Shelley? Bon, alors, la version qui nous est présentée, parce que chaque version a ses petites spécificités. Donc dans le pitch de cette version, nous sommes dans une rue marquée par la pénombre. La comédienne Carolina Newber se sent suivie, convaincue d'être victime de son imagination. Elle tente de se rassurer en se disant qu'elle est seulement impressionnée par l'œuvre du grand dramaturge Lessing. Mais un homme surgit de l'ombre, se prétend admirateur et la poignarde. Non loin de là, dans les sous-sols de la Villa Frankenstein, un homme au masque de cuir sombre dans la folie, fracassant une chaise contre les murs. Une jeune femme tente de le calmer, lui rappelant que Victor Frankenstein trouvera sûrement un remède à ses tourments. Mais est-ce seulement possible ? Frankenstein, plus que jamais, joue avec les limites de la science et de la sorcellerie, cherchant à défier la mort elle-même. Un an plus tôt, à Ingolstadt, Victor assiste à une démonstration du scientifique Giovanni Aldini, inspiré par les travaux de son oncle, le fameux Luigi Galvani. Celui-ci prouve que l'électricité peut ranimer à la vie des muscles inertes. Pour Victor, ce n'est pas une simple expérience, c'est une véritable révélation. Il voit là que dans cette force, le pouvoir ultime, celui de créer, de donner la vie, bref, celui de devenir Dieu. It's alive. Ce désir l'amène bien évidemment à créer cette fameuse créature qui, loin d'être un miracle, viendra le hanter et vraisemblablement détruire sa vie. Alors la créature de Frankenstein, ou le Prométhée moderne, titre complet signé Mary Shelley, a été maintes et maintes fois porté sur le papier. Alors il y a une version de Georges Besse qui n'est pas si vieille que ça, qui est très belle. Et à l'écran, alors bien sûr Boris Karloff, bien sûr Christopher Lee, bien sûr aussi Robert De Niro. Barry Windsor Smith en BD aussi, quand même. Petit.
on va pas... Non, mais en BD, il y en a eu plein. Oui, mais non, mais c'est parti Et des gros- dans une version beaucoup plus moderne, beaucoup plus récente, vient de sortir sur Netflix celle de Guillermo del Toro, qui dans cette mouture met à l'honneur Jacob Elordi dans le rôle de la créature et Oscar Isaac dans celui du docteur. Frankenstein, au nom du père, revisite encore le mythe, mais sous un prisme inédit, à la fois psychanalytique et horrifique. L'œuvre interroge encore une fois la filiation et le poids de l'héritage, mais pour s'émanciper, la créature doit symboliquement tuer son père, tandis que Frankenstein, lui, est rongé par son ambition dévoyée, voit son propre fils comme un monstre à abattre. C'est globalement aussi le point de vue choisi par l'adaptation de Del Toro sur Netflix. Ce face-à-face tragique est sublimé par le noir et blanc saisissant de Corrado Roy. On avait déjà eu... Ah, tiens, j'ai un trou. Ouais, un autre Dracula. monstre. Dracula. On avait déjà fait la chronique de Dracula, qui était là encore une revisite et qui avait un énorme point fort qui était donc l'esthétisme. Ici encore, on est dans ce clair-obscur très bien réussi à mon sens, qui joue sur les contrastes ombre et lumière pour renforcer la tension dramatique. Là encore, on est dans cette même veine. Ce qui distingue particulièrement cette bande dessinée, c'est son double point de vue, celui de Victor Frankenstein, hanté par sa création, et celui de la créature elle-même, qui exprime ses tourments intérieurs. Tuer le fils ou tuer le père, telle est la question. Et là encore, on est très très proche de la proposition de Guillermo del Toro. Ce choix narratif de Marco Canavo donne une profondeur psychologique rare, ou en tout cas bien marquée dans cette relecture du mythe. Entre science et sorcellerie, entre rationalité et pulsion meurtrière, le récit nous plonge dans un univers très organique, très viscéral, où chaque planche respire de noirceur, de destin tragique et de ce lien indéfectible entre ces deux êtres, de ces deux créatures. Une variation qui est assez ambitieuse graphiquement, qui est une vraie proposition, pas dénuée d'intérêt, et dans la grande tradition du thriller gothique italien. Moi, j'ai bien aimé graphiquement, j'aime beaucoup le dessin de Corrado Roy. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait moins de plans cul juste pour le plaisir de faire des plans cul que dans le Dracula. Après, Frankenstein, c'est pas... Oui, Ni Victor ni sa créature voilà, sont vraiment sexy. Oui, mais on voit que là, il y a des scènes de nu. Il est moins dans le, Oui. dans Le fanservice. dans le fan service qu'il avait pu le faire sur du Dracula où il s'en donnait à cœur joie. J'aime bien ce côté qui fait penser à du dessin. Comment ça s'appelle ces BD italiennes du Dylan Dog, mais en plus chiadé. On sent que c'est un gars qui a pu faire du Dylan Dog, mais il avait le temps de travailler son trait, etc. Je trouve un peu ce côté-là que j'aime beaucoup au niveau de la narration. Le parti pris est intéressant, de se montrer ces deux points de vue, de faire cette évolution. Par contre, ce final, qu'est-ce que c'est pourri. Bah voilà. Le final, en gros, tu apprends un truc, tu fais « Ah ouais, il y a un truc super bien à creuser. Ah bah c'est fini. » Voilà. Et là, tu fais mais pourquoi tu as un truc là, fallait tirer dessus et ça venait tout seul en fait. Pourquoi est-ce que tu as laissé tomber cette petite idée géniale qui réécrivait d'une certaine façon le mythe de Frankenstein et non, tu t'arrêtes là. Et ça m'a alors que j'ai pris beaucoup de plaisir à le dire, mais ça m'a plombé la fin de lecture. Tu as tout à fait raison. Mais alors, ça me l'a plombé à un point. Il y a quelqu'un qui a volé des planches au moment de l'édition. Voilà, et même tu refeuillettes en arrière en disant mais j'ai bien compris ce que j'ai compris, parce que là, ils peuvent pas... Ah bah si. Voilà. Et c'est dommage, mais qu'est-ce que c'est dommage. Un de planche, en fait, il explique. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi l'amener, en fait. Amener un truc pareil, et au final, si 2 planches après, tu l'enlèves, enfin, c'est la fin. Au-delà de ça, Nao, vas-y, poursuis. Alors moi, il y a une chose qui m'a plu, c'est que j'étais pas du tout fan pour le coup du dessin au départ, parce qu'en fait, moi, je reste vraiment... Mais parce que par cœur, par amour, pour l'adaptation de Georges Besse, j'arrive pas à m'ôter l'adaptation de Georges Besse de la tête, et pourtant, des adaptations de Frankenstein, il y en a eu une chier en BD. Celle de Besse me reste en tête, bref. Voilà. Et donc au début, j'étais un peu sur le dessin, j'étais un peu moyen. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment un côté gothico-glauque qui est bien fait. Et ça m'a plu vraiment beaucoup parce que c'est très différent. En fait, c'est beaucoup moins imagé. Je trouve qu'il y a presque un petit côté dans le non montré. Et il y a beaucoup d'ambiance en fait avec sa gestion du noir et blanc.
Et du coup, c'est au final extrêmement différent de l'adaptation de Georges Best, qui lui, pour le coup, je l'aime dans son dessin, dans son trait, qu'il est magnifique. Là, on est vraiment dans l'inverse du trait, dans l'ambiance, dans comment dire, dans sa gestion des noirs aussi. Et il est vraiment, il est glauque en fait. C'est glauque et sa créature, elle est moche, mais genre vraiment, elle fait peur. Et ça, pour le coup, au niveau du dessin, j'ai trouvé ça super. Après, au niveau de l'histoire, honnêtement, je trouve que c'est un petit peu facile, que c'est voilà, que enfin, j'ai pas trouvé que c'était une grande adaptation non plus dans le. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était rapide, que parfois il y avait peu de texte, que parfois je trouvais que dans la gestion des bulles, il manquait des petits trucs où j'étais là en mode. Dans le texte, il me manquait un petit truc, une petite profondeur, des petites explications. Je trouve qu'il y a très peu de texte. Et effectivement, ce truc à la fin, moi, je comprends pas, en fait. Parce qu'en fait, tu dis, ok, trop cool. Enfin, genre, il apporte une profondeur à la chose, au Prométhée, du coup, qui est intéressante et vraiment susceptible d'être développée. Et en fait, il apporte ça à l'avant-dernière page. Donc, c'est juste ultra frustrant. Voilà. Du coup, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Mais au final, plus par le dessin que par le texte. Parce qu'en fait, dans le texte, je me suis un peu ennuyée. Alors que, par contre, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à m'attarder sur le dessin parce que je trouvais ça glauque et ça m'a plu. Voilà. Là où je te rejoins, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans le non-dit. Il y a beaucoup de choses dans les ombres, dans les noirs. Ouais. Et dans le scénario, c'est un peu le même principe. Oui, ça se combine bien, mine de rien. Je trouve que ça... On fait beaucoup avec peu de mots. Oui. Surtout dans les deux dernières pages. Mais très peu alors de là, mots par contre, et très peu d'images aussi. complètement oublié la fin et vous avez dramatiquement raison. Mais voilà, pour moi, ça enlève en rien la qualité du reste de la proposition. Et puis, peut-être que aussi dans mon esprit, je l'ai comblé les blancs avec la version de Del Toro, qui, je trouve, se superpose pas mal du tout avec la proposition. Guillaume. Alors, moi, j'ai pas vu la proposition de Del Toro. Voilà. Très honnêtement, j'ai même jamais lu l'œuvre originale de Mary Shelley. Fais pas ton étonné, je te l'ai déjà dit. Moi non plus. Et Vas-y là, c'est un classique. et par contre, voilà, Il y a fort longtemps, mais c'est- la BD en elle-même est bien. Elle m'a plu. Elle m'a donné envie d'en savoir plus. Maintenant, ça se lit quand même relativement vite. Parce que justement peu de texte, que le dessin le dessin est vraiment chouette et vraiment beau, mais moi j'ai pas passé des heures à me casser les yeux dessus. Ouais, la fin, ça m'a peut-être pas fait autant que vous, puisque moi j'ai pas lu l'histoire originale. Et je peux comprendre cette forme de frustration, parce que on ouvre un super tiroir et puis en fait voilà, démerdez-vous. Ok. Sympa, merci. Au final, j'ai fait l'effort de lire le petit dossier à la fin, ce que je fais pas toujours d'habitude, et que je trouve justement hyper intéressant parce que ça m'a permis de voir et de comprendre dans quelle mesure je connaissais Frankenstein, à savoir que je ne le connais que par l'imaginaire collectif. Qui finalement tire son histoire des vieux films avec Karloff, c'est ça, Ouais. Boris Karloff. Et donc anecdote intéressante que j'ai apprise, c'est que en fait c'est ces films-là qui ont défini la gueule du monstre comme on la connaît maintenant. En fait, il n'est pas décrit dans les bouquins. Non. Et il y a 3 mots et il montre le passage d'ailleurs. Et effectivement, c'est pas décrit. Du coup, je trouvais le dossier, le micro-dossier à la fin super intéressant et c'est limite plus lui qui m'a donné envie de lire le livre que la BD en elle-même. Même si du coup la BD complète bien l'envie pour aller plus loin, pour mieux comprendre, parce que le démarrage, par exemple, moi je l'ai trouvé un peu brouillon. Tu commences sur le meurtre de cette pauvre fille, et puis tu te retrouves avec Victor Frankenstein à une autre époque, et puis ensuite à un moment donné, tu vois il te faut bien une grosse quinzaine de pages pour démêler le vrai pour arriver à comprendre la suite des événements en fait l'ordre dans lequel il te le présente, c'est pas clair que c'est pas l'ordre chronologique, et du coup moi j'ai
Sur le début, tu fais, oh là, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis, une fois que tu as lu tous les éléments pour démarrer l'histoire, tu fais, ok, alors en fait, la chronologie, c'est ça va, allez, suivant. C'est, j'ai trouvé le démarrage un petit peu brouillon. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas? J'en sais rien. Mais ça enlève rien au plaisir de lire cette BD. Donc Frankenstein, au nom du père, Marco Canavo, d'après Marie Shelley, dessiné par Corrado Roy, chez Ghelena Lo Scarabeo pour 23 €. 112 pages. Les Foudroyants, tomes 1 et 2. Au scénario, Mathieu Burnia, que je ne connaissais pas, mais au dessin et à la couleur, les Kerascoët, que j'adore. Voilà. Tu le connais pas parce que tu lis pas de vulgarisation scientifique en BD. Ah oui, il fait il a pas fait mal de beaucoup de trucs. choses. Alors j'ai Beaucoup peut-être de déjà choses. lu, j'ai pas retenu son nom, c'est possible. C'est chez Dargo, collection Charivari, pour 14,95 € le tome. Qu'est-ce que ça nous raconte que ça? Bien, nous sommes sur l'Atlantide, une île qui a un peu souffert parce que elle a eu un glorieux passé, mais maintenant c'est un peu la misère. Franchement, c'est tous des paysans et des bouseux, quoi. Hein. Et le petit Icare, il vit tranquille sur cette île et il a un petit crush sur Callio. Elle est trop mignonne. Sauf que tout le monde se fout de sa gueule et puis il y a un des jeunes là qui s'amuse à l'embêter avec ça. Et elle est énervée. Et là, petit Icare, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'énerve, quoi. Mais il s'énerve. Et là, il fait l'électricité. Il arrive à produire de l'électricité. Il a un pouvoir. Mais d'où vient ce pouvoir et qu'est-ce que c'est? Eh bien, apparemment, c'est un pouvoir qu'avaient les anciens Atlantes, qui faisait que leur technologie fonctionnait alors qu'elle ne marche plus. Sauf qu'en révélant ce pouvoir, il a attiré l'attention de personnes qui veulent le retrouver pour l'enlever, car ils veulent récupérer tous les gens qui ont les pouvoirs pour on ne sait quel mystère, et il viendrait d'une autre île lointaine. Icare se retrouve embarqué avec Callio dans des mésaventures pour essayer de retrouver les origines de l'histoire de l'Atlantide, de pourquoi est-ce qu'elle a péri, qui sont ces personnages qui les poursuivent, et puis surtout faire de multiples rencontres de héros, de chevaliers rigolos, dans des aventures palpitantes. Une excellente série jeunesse, et voire, je dirais, tout public. On ne peut pas, en le lisant, oublier que c'est jeunesse, hein, clairement, mais j'ai passé un très bon moment, parce que il y a tout ce qu'il faut, il y a un peu d'humour, il y a de l'action, il y a du mystère, tu as envie d'en savoir plus sur les personnages, il y a des personnages secondaires qui sont drôles, et puis il y a un dessin chez les Kerascoët alors les Kerascoët ont un style qui est reconnaissable, mais qui peut être très changeant d'un album à l'autre. On n'est pas dans du beauté, on n'est pas dans du joli ténèbres, on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus péchu, on va dire, et qui colle, je pense, au public visé aussi. Ça se lit super bien, super vite. Les personnages sont charismatiques, les scènes d'action jettent. Il y a des belles trouvailles au niveau de la narration. On a envie de savoir ce qui va se passer dans ces 2 tomes prévus. Premier tome qui est, comme beaucoup, une exposition, mais une belle exposition, c'est-à-dire que où il se passe des choses, on ne s'ennuie pas, ce qui n'est pas forcément facile sur une exposition, notamment parce qu'on reste aussi sur une BD jeunesse avec un peu de pagination. On n'est pas sur du 46 planches, je crois, il me semble qu'il y en a un peu plus. On est dans les 70, si je me souviens bien. Thierry, je viens de parler de nombre de planches et t'as pas de... Oui, sauf que moi, je prévois le nombre de pages sur mes bouquins. Tu fais aucun effort. C'est toi le gardien Le maître des pages. Le gardien de la pagination. Donc voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'aime beaucoup. Très belle série d'aventures. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Tiens, Thierry, maître de la pagination. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire qu'on est sur du 56 pages. Dans ton ça faisait plus. Dans ma tête. C'est que c'est bien rempli. Alors, comment te dire, c'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais au démarrage. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Kerascoët, je me dis, tiens, chouette. Et puis, le démarrage... oui, bon, d'accord, bien sur le scénario, mais alors le dessin, moi, j'ai pas trop adoré. Et puis finalement, ça va, ça passe. Surtout, ça passe parce que les scènes d'action sont très très bien rendues. Parce qu'il y a des petites touches d'humour partout dans le scénar qui marchent très bien, parce qu'on finit par s'attacher au personnage et qu'on a envie de voir où ça nous mène. Donc voilà, donc au final, un bon moment. Je trouve que c'est super sympa pour les gamins. Nous, en tant qu'adultes, voilà, c'est la BD que... Pour divertissement.
pour divertissement rapide. Mais oui, très mignon, très, très sympa, un chouette moment à mettre entre toutes les mains. No. Oh, moi, je suis pas d'accord. Hein. Pour Ouais. adulte, moi, je me marre. Hein. En fait, le dessin, je l'ai trouvé pulp et vraiment, c'est hyper vivant. Il se passe plein de trucs. C'est cool, en fait. Il est cool, le dessin. C'est cool. Voilà. Juste, c'est cool. Les couleurs, elles sont cool aussi. Tout est cool, en fait. Enfin, moi, je me suis régalée sur le dessin et sur le scénar. Au début, je me suis dit, ouais, bon, ok, c'est convenu. C'est facile. J'ai l'impression d'avoir déjà lu, mais en fait, non. Parce qu'en fait, juste, c'est hyper bien fait. Je trouve que les personnages, ils sont marrants, ils ont des singularités qui les rendent attachants. Ils sont pas clichés, les personnages. Au contraire, je trouve que les rôles sont un peu inversés entre les rôles féminins, masculins, et c'est bien abordé, en fait. Donc moi, je me suis marrée, j'ai trouvé que c'était marrant, que c'était chouette, qu'il se passait plein de trucs, et que oui, c'est une très très bonne aventure de jeunesse, mais tout public, parce que moi, en tant qu'adulte, je me suis régalée. Donc franchement, moi j'ai eu un petit crush et à la librairie, il est noté en coup de cœur et j'ai écrit un petit pitch et franchement, je me suis... Ouais, franchement, trop cool. Trop cool. Guillaume, elle a réussi à te convaincre? Oh, moi je suis convaincu depuis un moment, depuis que j'ai lu le tome 1. J'ai beaucoup Il aimé a vu aussi. les chiffres de vente, il est convaincu. C'est un coup de cœur à la librairie, comme elle vient de le dire, et un coup de cœur personnel aussi. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, qu'on a une bonne BD jeunesse qui va faire pour le tout public aussi, une bonne BD jeunesse qui nous lance dans de la grande aventure avec des mystères, un vieux mythe, parce que tout le monde connaît le vieux mythe de l'Atlantide, mais tout le monde le connaît et personne ne le connaît parce que chacun a sa version. Et ben là, on en a une version. Et Après, c'est Indiana Jones, le jeu vidéo. Et donc, moi, j'aime bien l'idée que voilà, ils avaient un pouvoir en rapport avec l'électricité, et que c'est grâce à ça que leur technologie marchait. Et allons-y, on va essayer de comprendre c'est qui cette armée de Neptune, pourquoi ils nous en veulent. Moi, je trouve que tout va bien, que c'est une bonne BD, qu'il faut la lire, elle vaut le détour, quoi. Voilà. Un bon album. Je pense que c'est un album à partager, en fait. Ouais. Tu dis jeunesse, tout public, je pense que c'est un album à partager, qu'on peut facilement partager avec ses enfants. Les Foudroyants, tome 1 $1 et 2. million. Ouais, 14,95 € par Mathieu Burnia et les Carasquettes chez Dargo Charivari. Et c'est maintenant que nous allons jeter un œil sur Avatar, Fire and Ash. Après l'air, après l'eau, voici le feu. Le prochain, c'est la terre. Et non, ce n'est pas le dessin animé Nickelodeon qui était vachement bien. Mais bon, pas de Qui, bol. pour le coup, était un vrai petit chef-d'œuvre. Oui, j'en conviens totalement. Avatar. Alors, je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas la série spécialement dans mon cœur. Et que mes critiques générales, c'est que Cameron, qu'est-ce qu'il sait s'entourer de gens qui savent faire des belles images. Il est fort pour ça. Le premier film m'avait profondément ennuyé parce qu'il était prévisible du début à la fin. J'avais 20 minutes d'avance sur tous les événements qui allaient se passer. Je n'ai eu aucune surprise. J'avais trouvé ça beau, hein, et je l'ai jamais... techniquement, c'est fantastique, mais c'est tout. Je me suis dit, le deuxième, ça va être l'occasion de développer un peu le scénario et ce monde qui est quand même un monde qui a du potentiel. Peut-être qu'ils étaient un petit peu simplistes dans le premier, tu vois, pour nous mettre dans l'ambiance et dans le cadre. Et le deuxième, bah, c'est un peu comme le premier, parce que tout ce qui s'est passé dans le premier, c'est comme si ce n'était pas passé. Et donc, on vous fait un deuxième où, ah oui, mais finalement, c'est pas ce truc-là qu'on veut, c'est un autre truc et c'est les baleines qui l'ont. Mais on revient et puis vous nous avez chassé. Non, mais on n'est pas parti en vrai. Voilà. Ça, c'était le 2. Mais pareil, des images exceptionnelles. Et une fin un petit peu intéressante, avec une tragédie, etc. Parce que le 2 et le 3 sont tournés dans la foulée. Donc, le troisième va être une suite. On se dit, peut-être que ça peut être intéressant, qu'ils vont aller plus en profondeur sur leurs personnages, chercher les choses. Et ils vont ailleurs. Et il y a des idées. Il y a des sujets qui sont bien traités. Il y a des choses intéressantes vis-à-vis des relations au deuil, vis-à-vis des enfants, qui sont bien menées. Les personnages prennent un peu de profondeur et il était un peu temps. Après 5 heures de film. Voilà. Donc, franchement, plutôt pas mal. Maintenant, il y a des aberrations, parfois un peu scénaristiques, qui me sortaient, les moments où il arrivait à me choper le film, qui me sortaient.
Toujours des trucs classiques. Oh là là, il y en a un qui se fait enlever. Il faudrait le libérer peut-être. Voilà. À un moment donné, il y a le gamin. 4 fois. Ouais. Oui. Flemme. Il y a le gamin en pagne. Le gamin m'a en pagne. saoulé. Le gamin en pagne qui se fait récupérer par les humains. Ils le mettent en cellule, ils l'habillent, ils le lavent, ils le font propre pour le mettre en cellule. Il va pour s'échapper en se déguisant en ouvrier, parce qu'il arrive à s'échapper en ouvrier. Les autres arrivent à le récupérer, il s'échappe, il est heureux avec les avatars, je sais pas quoi là. Et là, les navis, et là, il enlève son uniforme de bricoleur et il a toujours son pagne dessous. Les mecs, ils l'ont habillé, ils lui ont pas refilé un calbut, quoi, je veux dire. Tu regardes ça et tu fais... Mais pourquoi? Parce que sinon, on le reconnaît plus. Parce que nous, on est des spectateurs teubés. Il aime Et bien s'il a avoir plus le le pagne, on kiki à sait plus lèvres. qui c'est. Voilà. Il aime avoir le- Donc, ça, c'est le genre de truc. Ah, j'ai été pris un peu dans l'aventure, l'action, parce que les scènes d'action, elles en jettent, tout en jette. Et donc, à un moment donné, tu te laisses prendre, et puis il y a ça. Tu fais, ah bah là, ils m'ont perdu, c'est dommage. Allez, on va retenter. Il reste encore 2 heures de film, on peut y arriver. Non, il restait 1 heure, je crois, à ce moment-là. Ensuite, tu as droit de superbes discours sur la nature, la beauté de l'humanité. Il faut qu'on soit amis, parce qu'on doit pouvoir trouver d'autres solutions que la violence, etc. Mais quand même, on va tout péter à la fin, parce que c'est la seule solution. Voilà. Non, je n'utiliserai pas la technologie humaine. Attends. Il lui a donné une flèche avec une sorte de bazooka dessus. Est-ce qu'elle va l'utiliser d'ici la fin? Non, parce qu'elle est pour la paix, elle va pas le faire. C'est pas possible. Mais si, Elle bien est pas sûr pour qu'elle la va paix. Mais bien sûr qu'elle Elle va veut l'utiliser. buter tout le monde. Oui, et elle veut pas tirer. utiliser les trucs d'humains. Voilà. Elle s'en carre le cul, elle veut buter tout le monde. On nous parle de la grande méchante. Elle s'en carre le cul. Ah oui, Oui, fort. on nous parle de la Voilà. grande méchante qui est super profonde et intéressante comme personnage. Et là, tu dis, mais Chiante, elle veut juste niquer. mais attendez. Là, vous êtes en train de me parler. Ouais. Pardon. Non, Non, c'est juste. Excuse-moi, mon cerveau a bugué au moment où il a dit grande méchante, super intéressante. voilà. Et bah, en fait, Mon cerveau a fait. c'est ce que toutes les critiques que tu dis te disent. Ah, ils ont développé une méchante super, c'est la nouvelle actrice, génial. Et là, je fais. Non, mais je veux bien qu'elle joue bien tout ce que tu veux, mais en gros, ils te disent qu'ils ont eu un traumatisme vis-à-vis de leur peuple parce qu'il y a eu un volcan. Et là, tu dis, mais attends, c'est le peuple des volcans. Ouais. Ils vivent là depuis des millénaires et Ben non, ils n'ont c'est pas jamais eu le le cas. droit à un volcan qui a pété à côté d'eux, quoi. Non, justement, moi, ce ouais. que je reproche pour le coup, c'est qu'en fait, ils te vendent, soi-disant, un univers de feu et de cendre. En fait, ça parle pas de feu, ça parle pas de cendre, ça parle d'une gonzesse traumatisée qui fait chier tout le monde et qui a juste appris à maîtriser le feu et qui, du coup, a créé un peuple et qu'en fait, juste, elle casse les couilles à tout le monde et même à sa propre déesse. Enfin, tout le monde, elle fait chier tout le monde. Et moi, ce que je reproche au film là-dessus, sur cette méchante-là, en fait, ils ont juste pris une nénesse badass qui veut niquer le méchant. Ils baisent, ils font des bébés, c'est super, la vie elle est belle. Et derrière, t'as tout son peuple, on s'en bat les steaks. Toute l'histoire de son peuple, on s'en bat les steaks. Et tout l'univers, t'es là. Dans le 1, tu développes la forêt. Dans le 2, tu développes l'eau. C'est super, c'est magnifique. Moi, j'y vais pour ça, clairement. hein. Là, La on développe développer. son nombril et son Là, truc. Mais oui, on nous développe sa nénette. En fait, sa nénette, on s'en fout. Parce que, Et- ok, elle a baisé, mais nous, ce qu'on voulait voir, c'était son univers. Et ben, il montre rien. Et là, Cameron, il nous fait un truc. Il y a Chiant. des personnages, à la fin, ils tombent dans la lave. Et on le voit tomber dans la lave. Et donc, on sait que tous les personnages qui tombent dans la lave dans les films de Cameron, ils reviennent jamais. Bien sûr. Non, On sait qu'il va jamais. revenir. Et puis, voilà. Ah, ils nous font aussi une scène de... They'll be back. On va devoir se sauver d'un bateau qui coule parce qu'il aime bien les scènes de bateau qui coulent, Il Cameron adore aussi. l'eau. Euh, Il aime l'eau. voilà. Bon, Et les grosses baleines. si vous voulez voir des belles images et que ça en jette, Non mais allez-y. c'est vrai, il a fait des grosses. Il a fait littéralement une série à grosses baleines. Le J'ai mec. vu des... Voilà, je Y a l'ai vu en pas à 3D, chier. pas en IMAX. Peut-être que l'IMAX aurait Alors valu moi le je l'ai coup. vu en IMAX. Ça doit C'était être- le premier IMAX de toute ma vie. Ah bah ça doit être beau quand même, ça déchire. C'était incroyable. Enfin, tu dis ça parce que t'as payé 40 € ta place, quoi. Ben non, j'ai l'abonnement, je l'ai payé 9 balles. Donc ça me va, tu vois. Ouais, 9 non, balles, là, je m'en là, tape. là, quoi. c'est clairement, techniquement, c'est Ça c'est assez ça irréprochable. vaut, ça le vaut. Mais malheureusement, pour En raconter fait, quoi Alors, moi, je vais dire juste mon opinion quand même, parce que pour le coup, toi, tu ne portes c'est vrai pas que t'as la rien dit série. jusqu'à présent. Non, voilà. Tu ne portes pas la série dans ton cœur. Moi, je porte profondément Ah. la série dans mon cœur. Parce que Ah, merde. le premier Avatar. Mais oui, mais parce que le Non, premier mais Avatar. c'est déception sur le 3, donc ce que je comprends. Oui et non. Bah vas-y. Sur deux choses. C'est-à-dire que le premier, quand je l'ai vu, c'était mon premier film en 3D. Je l'ai vu avec toute ma famille. J'avais 11 ans. Ça a été une révélation. Ah oui, c'est ça. Voilà. On n'est pas la même génération, C'est ça. définitivement. Eh ben oui, c'était en 2009.
Eh ben oui, les loulous, bien sûr que oui. Donc moi j'étais un bébé et en fait, bah ouais, ça m'a marqué Ouais, parce qu'en fait et en visuellement, fait, c'est pour ça qu'elle connaît pas le vrai Avatar, tu vois. C'est la série de Nickelodeon. elle passait à la télé quand j'avais 11 ans, donc ça passait en même temps en fait. Ouais. Donc si je l'ai vu aussi. Bien que je l'ai jamais fini parce que ça dure 1000 ans et que c'est chiant au bout d'un moment. Voilà. Bref. Ah non, mais ferme son micro là, elle sort, c'est bon. Mais bon, au bout d'un moment, il y a 1 million de saisons, ça me saoule. Ça m'a saoulé. Mais il y a pas 1 million de saisons, il y en a 4. Bah oui, d'accord, Non, mais même quand trois, ça passe trois, 2 trois. épisodes tous les dimanches et que toi t'as accès à la télé Ah oui, un c'est dimanche ça. sur 2, tu peux pas Et suivre, mais c'est t'as chiant Netflix maintenant, regarde-les d'une traite et fais pas chier en fait. quoi. Bon, peut-être un jour, Trois mais saisons. on verra ça plus tard. 3 saisons. je Ah crois. oui, Oui. non, il y en a une en rapport avec chaque élément. Non, je crois que c'est 3. Ah oui, non, il y a peut-être pas celle De Si, l'air. il y a celle de l'air. Pas- Moi, je non, sais non, plus. Il n'y a pas celle de l'air. Il y en a 3. Bref, on n'est pas sur le bon avatar là. Oui. Ouais. Mais Oui, justement, puisqu'il je a pas besoin de réfléchis. maîtriser l'air. Ouais. Enfin, Vas-y, d'apprendre à le maîtriser. pardon. Arrêtons de la couper avec une série intéressante. Mais je me casse si vous voulez, il y a pas Non, de non, souci. c'est pour hein. ça que je dis. Ouais. qu'on arrête Si, de- en fait, c'est dans la saison 2, tu as la terre et l'air. Est-ce qu'on s'en tape pas un peu Si. Et ça finit par le feu. Super. Ah, je crois que c'est ça. Hein. Ok. Je crois qu'il Laisse-la fait parler, exprès, va. là. Je crois Ouais, qu'il fait j'avais pas exprès, compris, j'avais parce pas que je suis même pas sûr qu'il ait vu la série. Non, non. Ah si. Ah, si, ah. Bah, si. Ah, bon. Bref. Donc voilà, donc toi, oui, tu as fait un profond attachement à cette série, parce que à cette série de films, parce que c'est le film de ton enfance qui t'a marqué. et qui- Mais pas ça, parce et qu'en qui- fait, voilà, on va qui- voir Avatar pour voir un univers. Oui. Et moi, c'est que pour ça, parce qu'honnêtement, le scénario, bah, on s'en tape en fait. Et Et puis t'avais pas vu Pocahontas encore. Bah si. Oh, merde. Non, mais puis le 2, ce qui est malheureux avec le 2, c'est que l'univers est absolument sublime, mais c'est exactement le même scénar que le 1, du coup on se fait chier. Et pour le coup, le 3 était mieux en termes de scénar parce Oui. qu'il se passe plus de choses. Et il y a des choses qui sont développées, et ça c'est cool. Mais par contre, en fait, le running du machin il se fait enlever, on vient, tout le monde crame, oh mon dieu, je te mets ton couteau sur la gorge, oh mon dieu, on se casse, on est copains, ah, et ben je te re-enlève ton fils, et ben tu reviens. En fait, c'est littéralement pendant 3 heures le même plot 3 fois en 3 heures, une fois par heure. Au bout d'un moment, c'est chiant, faut se renouveler. Et là où moi je suis déçue, je m'attendais à un scénar un peu pété, donc ça, à la limite, bon, ok, ça reste quand même un bon divertissement baston. Tu étais prête. Voilà. Voilà, j'étais prête, je m'en tapais. Mais par contre, j'y allais quand même pour les belles images. Là, je suis pas déçue. Là où je suis déçue, c'est que moi, ce que j'aime dans Avatar, c'est le fait de découvrir Pandora. Et là, il nous vend un nouveau peuple Na'vi qu'on n'a pas. Et Oui, on moi, le voit très ça, peu, ouais. je suis déçue. Tu nous vends la voie de l'eau, on voit les mecs de l'eau. Tu nous vends la voie de la forêt, on voit les mecs de la forêt. Tu nous vends la voie des cendres. Moi, je veux voir les mecs des cendres. On les voit pas, les mecs des cendres. Ça me saoule pas. On les voit monter. Moi, ce que, Donc ça, c'est Ils ont chiant. été descendus. Voilà. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'effectivement, tu vas là-bas pour t'en mettre plein les yeux. Après, t'en as plein. T'en Et prends dans la gueule, ouais, hein. mais tu découvres rien de nouveau, en fait, au final. Oui. Parce que tu passes énormément de temps sur les îles, pas loin des baleines, là, puisque tout le problème tourne autour de des baleines. Bah oui, je l'ai vu. Ah, je sais pas. Et voilà, je trouve que la méchante n'est pas une bonne méchante. Ouais. Parce Elle est que pas bien développée. elle est pas charismatique, et en fait ils en font une sauvage du temps des natifs indiens où on leur vendait des armes et du coup on les exploitait. Je trouve que d'ailleurs le méchant n'est pas le bon personnage pour endosser ce rôle-là, parce que il a pas le charisme nécessaire pour manipuler une grande sorcière comme elle. Enfin, moi au niveau scénaristique, je trouve que le mauvais. tandem des méchants a pas fonctionné parce que moi j'y ai pas cru 2 secondes. Et comme tu dis après, il est enlevé puis on le renlève et puis oui bon ça va, on a compris, ils vont le sauver, super. Est-ce qu'on pourrait voir des belles choses s'il vous plaît? Et ben en fait on voit des belles choses. Moi il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est la caravane aérienne là, tu sais, oui on vous emmène Ça, là-bas. incroyable ça. Ouais, mais c'était magnifique, hein. Magnifique. Oui, mais alors attention, vous nous attirez pas le malheur, etc. Machin, ouais, super. C'est la caravane hyper importante, elle passe 1 à 2 fois par an, ils font tout le commerce, etc. Bon, bah c'est fini, hein. Après ce film-là, il passera plus jamais. Hein. Et tout le monde s'en fout. Voilà. Il y a une caravane entière, donc un micro peuple Navy qui a été complètement décimé, éradiqué par la grande vilaine. Tout le monde s'en tamponne. Voilà. Ok. Juste un truc aussi qui peut arriver, c'est que moi, il y a quelques moments où j'ai été pris par la vallée de l'étrange. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène-là. C'est sur les Non. images 3D qui ont un truc qui fait qu'elles sont très réalistes, mais que il y a un truc qui peut gêner sur le côté réaliste. Ça le fait pas mal sur les cinématiques de jeux vidéo, par exemple. Et il y a des moments où
j'ai été pris là-dedans où je me disais, j'arrive à... Mon cerveau comprend que c'est des images de synthèse parce qu'il y a un truc, mais c'est quand même suffisamment bien fait pour que j'ai du mal, et ça peut amener cette sorte de gêne. Je dirais que la perfection de la 3D et de la motion, enfin de la performance capture, il manque encore un petit peu, pas grand-chose, hein, mais vraiment pas grand-chose pour que ce soit vraiment convaincant jusqu'au bout. Parfois, je t'avoue que quand on ne voit que des navires et qu'il n'y a pas les humains autour, j'ai l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo bien faite. Tu vois, c'est... cette volonté de nous mettre dans une réalité telle qu'il avait fait, ce qui est difficile, c'est que moins on a d'humains pour nous y confronter et nous mettre au travers, plus on a l'impression de voir vraiment quelque chose qui est totalement factice. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Pas toutes les scènes, parce qu'une fois qu'on rentre dans l'histoire, on oublie. J'ai vite oublié ce côté-là, mais au début du film, il y a des moments où je faisais... Alors je sais pas si c'est la 3D qui donnait aussi cet effet un peu bizarre, parce que la 3D, parfois au niveau de la perception, il faut un peu de temps pour que le cerveau s'y fasse. Mais voilà, je pense que la technologie a l'air un poil et que ça sera encore mieux sans doute pour le prochain, car il y en aura un. J'ai trouvé ça rigolo quand tu cherches James Cameron sur Google, tu tombes sur une affiche entre guillemets d'Avatar 5 pour 2031. Et là, j'ai envie de vous dire... il l'a annoncé il y a déjà 5-6 ans qu'il ferait 5, au moins 5. Voilà. Et je sais pas. Depuis quand il n'a pas fait un bon scénario, Cameron ? Alors, si vous aimez quand même un peu les bons acteurs et les bonnes choses, je vous recommande un sketch du SNL, le Saturday Night Live, qui s'appelle Papyrus, avec Ryan Gosling, qui nous explique l'histoire d'un typographe qui se rend compte que la police de caractère d'Avatar, c'est du papyrus, la police de base que tu as dans ton Word quand tu l'achètes. Et qui dit, non mais comment ils ont pu laisser passer ça ? Et il y a une forme de traumatisme là-dessus. Et quelques années après, ils ont fait une suite pour Avatar 2. Et il t'explique, je vous gâche pas le suspense, parce qu'il y a un twist. Je vous le dirai hors caméra. Tu vois, le scénario est meilleur que chez Cameron déjà. C'est 2 courts sketchs qui sont très très drôles. Donc Avatar Fire and Ash de James Cameron. Si vous avez aimé les premiers, il y a des chances que vous aimiez celui-là. Merci de nous avoir suivis. Non mais vraiment, Cameron, depuis quand il n'a pas fait un bon scénar, bordel ? Cela dit, il fait des belles images. Moi, en ce moment, je suis en train de lire l'artbook qui explique il était en train de faire la fin. De comment mais il je a sais. Et il a fait exprès. Ah. Ça t'a pas capté. Non, mais par contre, tu le connais pas. Le parti. RH, la recherche et développement qu'il a fait, c'est... Mais c'est énorme. En fait, le RH, c'est génial. Ouais, non, c'est R&D. La R&D. La R&D, pardon. Je pense aller à la RDA, c'est pour ça. J'étais trop dans le film. RDH, la fameuse La RDH. La RDH. C'est la supérieure du colonel Quidditch, là. Celle qui coupait Berlin en deux, c'est ça ? Quidditch, là. C'est... Ouais, non mais c'est vrai, tu vois, techniquement, il fait des trucs de malade. Non, Il invente, il fait avancer les Il caméras. révolutionne le cinéma, le gars. C'est énorme. Quelqu'un disait que la plupart des technologies que James Cameron utilise ont été expérimentées avant James Cameron, parce que James Cameron utilise quand elle marche en fait les technologies. Avant, pour le coup, lis le bouquin dans les coulisses par Robert Zemeckis, c'est qu'il y a pas mal de trucs. Par exemple, la performance capture, c'est Robert Zemeckis qui avait commencé à faire de la performance capture. Oui, mais là, tu vois, il a eu besoin d'inventer de nouvelles caméras. Il a inventé des nouvelles caméras, il a inventé des nouvelles manières de filmer sous l'eau. Enfin, pas qu'il a inventé, mais qu'il a révolutionné pour faire en sorte que ça marche. Tu vois, le mec, il a fait un boulot. C'est un peu comme ILM, c'est-à-dire qu'à son époque, il révolutionne autant les techniques de cinéma que ce que Monsieur Star Wars, Lucas. que George Lucas a fait à son époque. Et de ce point de vue-là, merci. Après, du point de vue scénaristique, voilà quoi, ça fait un moment que ça tourne en rond avec des reprises et des ressucés et des machins quoi. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez, vous pouvez discuter de Avatar 3 venez sur notre mettre Discord, des trucs sur le Discord. On peut continuer venez le débat taper sur la gueule de James Cameron. Et puis surtout, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aime James Cameron qui vienne le défendre pour qu'on puisse le défoncer. Voilà. Ça sera un plaisir de vous écouter sur le Discord. Non, il a fait des bons scénars. Mais c'est quand il était avec son ex qu'il faisait des bons scénars. C'est elle qui écrivait en fait. Ouais, c'est ça. Oui, alors Abby, c'est Terminator 2. Excusez-moi, elle était pas née. Hein. Non, l'ex de Cameron. Oui, non, mais moi je parle des premiers scénars. Non, je te parle que par exemple, tu sais, Catherine Bigelow, qui est connue pour ses scénars bons. Oui. Et c'est ça, c'est elle qui écrivait pour lui. Voilà. On a dit qu'on arrêtait un ce bon débat. parallèle avec George Lucas. Hein.
qui fait une bonne monteuse. Oh là là, tout de suite, voilà, tout de suite, ce pervers, il détruit tout. On se retrouve le mois prochain pour un enregistrement qui devrait se faire à la mi-février, enfin qui devrait se faire le lendemain de la publication de cet épisode parce que on a des vacances et que ça fout le bordel dans notre planning. Ça, c'est pour les enregistrements live, mais le prochaine diffusion sera début mars. Si vous nous écoutez en podcast, c'est un plaisir. Peut-être qu'il y aura un canaille BD d'ici là, je ne sais pas. On verra. On ne sait même pas encore comment va se passer notre prochain enregistrement. On a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Nao sur Nao_Migojumi sur Instagram. Allez sur le site de la BDerie, qui est une librairie fantastique. Rue des Cordeliers à Aix-en-Provence. Voilà. Et si vous allez à Aix-en-Provence, c'est là qu'il faut aller. C'est l'endroit. Ça dépend. Si c'est pour boire un café, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Mais Si on est ils chaud, font hein. aussi On est des sympa cafés. au café Ils font aussi, aussi hein. des cafés, parce que des fois, ils me l'offrent. Mais peut-être que j'ai un traitement de faveur, je ne saurais dire. Ouais, ou alors vous mettez 50 centimes, puis vous venez vous marier avec nous, quoi. Voilà, ils sont sympas. Alors évitez le mardi parce qu'ils sont dans les cartons, c'est chiant, ils n'ont pas le temps de parler. Ouais. Bien sûr, il est grand temps de se dire au revoir. Et puis espérer vous revoir sur ce Discord où on a des discussions fort captivantes et où on découvre des chefs-d'œuvre comme Hélène de Windhorn, car c'est un des premiers endroits où j'en ai entendu parler. Voilà. Et sur ce, je crois qu'on peut vous dire ciao, ciao. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye. Salut tout le monde. bye bye. Et du coup, j'ai les voir.